Lise Henry, donc, qui est neuromusicothérapeute, et qui va donc nous présenter les effets de la musique et du son sur le cerveau. Donc, c'est une conférence qui va durer environ 1 heure et qui nous servira de conférence introductive pour la table ronde qui suivra, lors de laquelle nous interrogerons justement les dispositifs sonores au musée pour les personnes en situation de handicap. Donc là, Madame Henry, voilà, va nous présenter un petit peu les effets sur le cerveau en général et puis avec quelques cas, effectivement, appliqués aux personnes en situation de handicap. Voilà. Ensuite, nous aurons une petite pause et puis nous poursuivrons avec la table ronde. Voilà, Lise, je vous laisse vous présenter plus précisément et puis nous présenter un petit peu tout ça. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc oui, je suis bien musicothérapeute et neuromusicothérapeute. J'ai une formation initiale de musicologue, voilà, un master de musicologie, après lequel j'ai fait bien d'autres choses et principalement de la gestion de l'information et de la communication, parce que j'ai aussi une spécialisation en communication. Voilà, pendant une quinzaine d'années. Et puis, après un événement personnel, j'ai souhaité donner un nouveau sens à ma vie professionnelle. Et donc, j'ai suivi une formation pour devenir musicothérapeute. Et puis ensuite, une spécialisation en neuromusicothérapie. Et aujourd'hui, en parallèle de ma pratique clinique, je poursuis aussi un cursus universitaire en psychologie, avec l'objectif donc de mener des recherches non pas sur les effets de la musique sur le cerveau, dont on va parler aujourd'hui, mais plutôt sur les effets de la musicothérapie sur l'être humain, donc en incluant en fait les effets du musicothérapeute. Voilà. Donc on pourrait s'interroger en fait sur la place qu'occupe la musique dans l'humanité, au sein de l'espèce humaine. Et si vous posez la question à beaucoup de gens, en fait, c'est avant tout une activité de loisir, une activité divertissante. Il y a un psychologue cognitiviste américain, enfin canado-américain, qui compare la musique, lui, à un cocktail de drogue récréative. Et on va voir en quoi cette comparaison peut être pertinente sous certains aspects, voilà, et notamment sur les effets du sur le système de la récompense chez l'être humain. Mais ce qui signifie aussi, en le percevant comme ça, que, en gros, si la musique disparaissait de nos vies, bah, il n'y a pas grand-chose qui changerait. Voilà. Ah, je vois que certains doutent quand même, et merci de douter. Voilà. Et donc aujourd'hui, avec l'aide des chercheurs qui ont étudié justement les mécanismes neuropsychologiques et neurophysiologiques qui entraînent la musique sur le cerveau humain, je vais essayer de vous montrer en fait des éléments de preuve qui nous invitent à penser que la musique en fait est nécessaire à la vie et à la survie de l'espèce humaine. Belle ambition, mais quand même. Voilà. Hop, pour la petite introduction. Et donc ce que vous voyez là à l'écran, c'est le cerveau d'un musicien. Et en dehors du fait qu'il soit vachement coloré, le cerveau d'un musicien, toutes les petites zones colorées, justement, ce sont les zones du cerveau qui s'activent quand un être humain joue de la musique. Vous voyez que, en fait, ça couvre une grosse partie de l'activité cérébrale, et je vais vous expliquer un petit peu plus dans le détail lesquelles. Donc, on va commencer par le cortex préfrontal. Je vais essayer de ne pas être trop technique voilà, je vais vulgariser quand même le propos. Et donc, en fait, l'entraînement, les répétitions dans la pratique musicale vont venir stimuler justement les fonctions exécutives au sein du cortex préfrontal. Alors, c'est quoi les fonctions exécutives? C'est nos fonctions d'attention, c'est nos fonctions de contrôle, de planification, d'inhibition de certaines actions. Et donc, le fait de s'entraîner, de répéter, va stimuler en fait ces fonctions exécutives. Ensuite, le cortex auditif, comme son nom le présuppose, c'est celui qui va permettre une première entrée du son en fait dans le cerveau, et donc qui va permettre aux musiciens d'analyser les tonalités, le tempo, le rythme, et en fait son entraînement va favoriser une discrimination de plus en plus fine des informations auditives. Et évidemment,
la pratique musicale va aussi mobiliser le cortex moteur pour maîtriser le geste, ce qui va permettre d'améliorer avec l'entraînement tout ce qui est de l'ordre de la motricité fine. Ensuite, on a donc le cortex somatosensoriel et puis le cervelet qui sont mobilisés lorsque on bat la mesure, lorsqu'on tape du pied, lorsqu'on danse. En fait, le cortex somatosensoriel, pardon, il est nécessaire à la coopération entre le système auditif et le système moteur. Et en fait, sa mobilisation va permettre de renforcer le traitement sensoriel des informations, la coordination motrice aussi, et l'anticipation des actions motrices. Le corps calleux, maintenant, va être mobilisé dans la coordination des deux mains, entre les deux hémisphères du coup, ce qui favorisera une augmentation de la communication et de la coordination entre les deux hémisphères. Voilà. Le faisceau arqué va jouer un rôle dans la synchronisation entre l'écoute et le chant, ce qui va se traduire en fait par une meilleure communication entre les aires auditives et les aires d'articulation et de production des sons. Le petit hippocampe. C'est par là en fait que vont passer l'apprentissage des nouvelles informations. Et à travers l'entraînement musical, le musicien va augmenter en fait ses capacités mnésiques, à la fois ses capacités mnésiques de travail et à long terme. On verra un petit peu plus en détail la mémoire tout à l'heure. Et puis là, vous avez le striatum et l'amygdale qui jouent un rôle clé en fait dans l'analyse esthétique et la dimension émotionnelle en fait de la musique. Et leur mobilisation va permettre une meilleure gestion émotionnelle, une qualité des émotions qui sont préservées avec l'âge, une sensibilité accrue et un goût de l'effort renforcé. Donc là, vous voyez déjà à quel point en fait, la musique va mobiliser un certain nombre d'articulations, en fait, à la fois du mouvement, de l'émotion, de l'analyse cognitive des informations, du traitement cognitif, pardon, et va avoir un effet important en fait sur le fonctionnement du cerveau. Alors, un dernier petit point, on a aussi juste au-dessus du cervelet, là en bleu foncé à l'arrière, le cortex visuel qu'on va également mobiliser quand on joue de la musique, notamment à la lecture d'une partition, par exemple, et ce qui va permettre en fait petit à petit d'acquérir une meilleure stratégie visuo-spatiale. Voilà, pour traiter l'information. Et plus globalement, plus généralement, la gestion du souffle et puis la pratique, par exemple, d'un instrument à vent vont permettre aussi une meilleure oxygénation du cerveau et donc un fonctionnement global général de meilleure qualité. Et puis, au-delà de ça, la pratique musicale va permettre aussi d'augmenter la matière grise et la matière blanche, et donc d'augmenter le nombre de neurones et de synapses, et puis aussi d'augmenter les axones et leurs dimensions. Donc les axones, c'est ce qui relie les neurones et qui permet de faire passer l'information. Donc au global, la pratique musicale va permettre d'activer de nombreuses zones cérébrales qui vont avoir des effets sur beaucoup de dimensions en fait de la vie humaine. Voilà. Et là, ce que vous pouvez voir, en fait, c'est justement une coupe d'IRM avec d'une part le sujet qui est placé au repos dans le noir et donc comment s'active son cerveau dans cette condition, et puis d'autre part le sujet qui écoute de la musique. Et donc on peut voir là aussi que par la simple exposition à la musique, donc seulement avec l'écoute, on a aussi de nombreuses zones réparties dans la totalité du cerveau qui vont s'activer à l'écoute. Et donc, pour comprendre un petit peu comment tout cela s'articule, on va déjà commencer par le commencement. Et donc, par la vie fœtale et le développement du bébé, son rapport au son et à la musique. Donc, il faut savoir que l'audition, en fait, c'est la modalité sensorielle qui a été la plus étudiée. Et on sait aujourd'hui donc, que le fœtus réagit aux stimuli auditifs
dès la 22e semaine de grossesse. Si on porte en fait à proximité du ventre maternel le stimulus auditif. Et l'audition, elle semble pleinement fonctionnelle à 6 mois. Le bébé, il va percevoir 2 types de bruits. Il va d'une part percevoir les bruits internes de la mère, donc les battements cardiaques, les bruits vasculaires, les bruits intestinaux aussi. Et puis d'autre part, les bruits externes comme la voix humaine, la musique, les bruits non musicaux. A priori, cette perception en fait dépend beaucoup de la fréquence des sons. Et donc on sait que les sons qui sont inférieurs à 1000 Hz, en fait, sont les sons qui passent tous les obstacles pardon, de la barrière materno-fétale. D'accord. Donc ça, oui, voilà, c'est les avions, le métro, etc. Ça, ce sont des sons qui sont inférieurs à 1000 Hz. Les sons moins graves, comme la voix humaine, parviennent aussi avec des caractéristiques qui sont relativement bien préservées. Et grâce à sa double transmission interne-externe, la voix de la maman est évidemment très bien perçue. Et on sait aujourd'hui aussi que les réponses du fœtus proches du terme montrent qu'il est en capacité de discriminer les sons, en fonction de leur intensité notamment. Ces compétences perceptives précoces vont se traduire aussi par des compétences cognitives, et notamment des possibilités d'apprentissage. Par exemple, on a testé en fait l'accélération des battements cardiaques chez le fœtus lorsqu'on lui propose un stimulus sonore. Et en fait, il y a un phénomène d'attention et d'habituation qui se produit. Et par exemple, petit à petit, à force de lui proposer ce même stimulus sonore, son rythme cardiaque va redescendre à l'intensité de départ, ce qui démontre en fait une habituation au stimulus. De la même manière, en fait, il y a un développement des préférences auditives qui sont exprimées avec ce que le fœtus ce que le bébé du coup a entendu avant la naissance, pendant la période fœtale. Ce qui permet de confirmer qu'il y a bien une mémorisation de ces événements en fait pendant la vie fœtale. Et les nouveau-nés reconnaissent bel et bien des musiques qu'ils ont entendues avant la naissance. Marine, je dis ça pour vous. En fait, des études l'ont démontré et l'ont démontré en demandant, par exemple, à des mères de chanter une même chanson pendant un certain nombre de fois pendant leurs dernières semaines, les dernières semaines de grossesse. Et puis ensuite, après la naissance, on a placé le bébé avec 2 haut-parleurs de part et d'autre, un haut-parleur qui diffusait cette chanson et un autre haut-parleur qui diffusait une chanson nouvelle. Et en fait, le bébé conservait son attention centrée sur la chanson qu'il avait entendue avant la naissance. Il y a une autre étude très très intéressante qui a été menée par des chercheurs finlandais de l'université d'Helsinki qui ont en fait recruté 24 femmes. Et ils ont divisé les 24 femmes en 2 groupes. Et à un des groupes, on a confié un CD de chansons enfantines dans lesquelles il y avait À vous dirai-je maman, ce qui cause mon tourment. Voilà, et ils leur ont demandé en fait d'écouter le plus possible ce CD. Et cette chanson, À vous dirai-je maman, revenait 3 fois dans le CD en question. Voilà, en moyenne, les femmes ont écouté 171 fois la chanson, ça commence à faire quand même 171 fois. Et donc, on a demandé, après la naissance, aux mamans de détruire le CD et de ne plus du tout faire écouter au bébé cette chanson. Comme une sorte de sevrage, en fait. Voilà, et juste après la naissance, et puis ensuite, 4 mois plus tard, les chercheurs ont à nouveau exposé les bébés à la chanson. Mais évidemment, ils n'ont pas fait juste comme ça. Ils ont aussi introduit dans la chanson des petites différences, une note ou 2 notes de différence. Et en fait, ils ont analysé l'activité électrique du cerveau de ces bébés. Et ils se sont aperçus en fait que non seulement le bébé se souvenait parfaitement de la chanson qu'il avait entendue in utero, mais en plus, il était en capacité
de percevoir la différence qui lui avait été proposée, à une note près. Voilà. Donc ça, c'est très important pour montrer en fait que le bébé perçoit, mémorise et apprend pendant la vie fœtale. Ensuite, après la naissance, on sait que le bébé a une préférence pour la voix humaine ou en tout cas pour les sons qui se situent dans l'intervalle dans lequel se situe la parole. Et donc, ce sont des sons qui sont compris entre 1000 et 3000 Hertz. Et la plupart des sons langagiers, en fait, se situent dans cet intervalle. Et ils sont aussi beaucoup plus attentifs avec des fréquences, justement, qui se modulent plutôt qu'à des fréquences qui restent stables. Voilà, de manière préférentielle, bien sûr, le bébé va tourner sa tête vers la voix de sa mère plutôt que vers celle d'une autre femme, et ce, dès 12 heures de vie. Et c'est comme ça aussi qu'on peut se dire que du coup, le son et la voix maternelle, en fait, vont contribuer à développer le lien d'attachement. Donc voilà, les habiletés en fait perceptives du bébé vont se développer de façon considérable au cours des 6 premiers mois de vie. Et ça va leur permettre de développer de nombreuses compétences attentionnelles, mais aussi la capacité d'identifier des objets, de les localiser, d'identifier des événements. Et à cette période-là, en fait, la perception est étroitement liée avec l'action. Et grâce aux recherches en fait sur le développement de ces compétences et la connaissance qu'on a aujourd'hui sur ces compétences, ça a permis aussi de faciliter justement le diagnostic et le traitement des déficiences perceptives. Et par exemple, ont été développées pour les enfants aveugles des aides auditives qui permettent en fait de se déplacer plus facilement dans leur environnement. Voilà, ça donne en fait des informations sur la distance des objets, sur leur localisation, etc. Donc voilà, cette perception du son est extrêmement importante à la fois dans la vie fœtale et puis dans les premiers mois de vie. Ça nous amène cet abord avec le fait que le bébé mémorise les choses, à parler du coup des effets de la musique sur notre mémoire. Donc il faut savoir que la musique agit sur les différents types de mémoire. La mémoire immédiate déjà, qu'on appelle aussi mémoire de travail, qui va nous permettre en fait de retenir et de manipuler une petite quantité d'informations pendant un temps court. Par exemple, pour le musicien, c'est le fait de se rappeler d'une mélodie pour pouvoir la jouer ensuite. Et le fonctionnement de cette mémoire, en fait, est volontaire et ça nécessite un effort conscient, un contrôle conscient. Ensuite, il y a la mémoire épisodique. Et ça, c'est une mémoire qui nous permet de nous rappeler des informations dans leur contexte d'acquisition. C'est vraiment la mémoire des souvenirs d'événements qu'on a personnellement vécus. Ça nécessite par contre un contrôle mental complexe. Voilà, c'est le fait de se souvenir de quand on est allé à un spectacle et qu'on a vécu les choses, et voilà, et ça, c'est la mémoire épisodique. La mémoire sémantique, ensuite, c'est la mémoire qui correspond en fait à nos connaissances sur le monde. Et là, en fait, l'encodage et la restitution des informations, elle peut se faire soit de manière plus ou moins automatique, soit avec un contrôle volontaire. C'est comme ça, en fait, qu'on va être en capacité d'identifier une musique familière. Voilà. Même si elle est transformée. Et on va en parler, je vais vous faire un petit exercice après. Ensuite, la mémoire perceptive à long terme, c'est en fait la mémoire qui va permettre de conserver le traitement sensoriel d'une information. Donc là, en fonction des différents sens du coup. Et là, par contre, elle fonctionne de manière involontaire. Et c'est ce qui va donc là nous permettre de reconnaître une même œuvre dans des orchestrations différentes. Et puis ensuite, la mémoire procédurale, c'est cette mémoire qui vous permet de passer vos vitesses quand vous conduisez la voiture. En fait, elle va permettre l'automatisation des procédures motrices et cognitives. Et cette mémoire, elle va nécessiter là d'abord une phase d'apprentissage
consciente et ensuite les informations, elles vont être automatisées, enfin les procédures vont être automatisées. C'est une mémoire qu'on va utiliser quand on veut apprendre à jouer complètement une pièce musicale, par exemple. Je vais vous donner un petit exemple qui est passé très longtemps voilà, sur les réseaux sociaux avec une dame, une danseuse étoile atteinte de la maladie d'Alzheimer que vous avez peut-être pu voir, voilà, à qui on met le lac des cygnes et qui en fait se met à danser dans son fauteuil la chorégraphie parce qu'en fait l'apprentissage de la chorégraphie est inscrit en fait dans sa mémoire procédurale. Voilà. Et puis il y a son cortex moteur du coup qui est déclenché, ou en tout cas le cortex somatosensoriel puis le cortex moteur qui permettent de déclencher le mouvement. La mémoire musicale, elle contient des informations très très précises et aussi très flexibles. Et évidemment, elle peut être liée aux souvenirs de vie, donc à la mémoire autobiographique. La mémoire autobiographique, selon les cas, elle peut être épisodique ou sémantique. On a vu les deux types. Et en fait, la particularité de la mémoire musicale, c'est que elle peut, elle ne nécessite pas beaucoup d'informations pour se déclencher. Et je vais vous faire écouter un petit extrait et vous allez me dire, du coup, j'y arrive à déclencher l'extrait. Hop. Est-ce que tout le monde connaît ça? Non, c'est pas la lettre à Élise, c'est la marche turque, c'est la marche turque de Mozart. Mais voilà, là vous avez eu moins d'une seconde en fait de musique et vous avez pu identifier pu identifier en tout cas quelque chose de familier. Euh, Votre mémoire, en fait, elle va vraiment conserver beaucoup de détails de la musique, y compris en fait la hauteur des notes, le tempo. Et il faut savoir un élément important, c'est qu'on a étudié aussi s'il y avait des périodes de vie qui étaient plus favorables pour les souvenirs musicaux. Et il se trouve en effet qu'il a été démontré que l'adolescence présentait en fait un pic de réminiscence. C'est-à-dire que, en gros, quand vous serez âgé et qu'on vous fera écouter des chansons populaires au moment de votre adolescence, c'est probablement ces chansons-là qui susciteront le plus de souvenirs. Et donc là, ça m'amène à dire que la mémoire musicale, elle a un rôle important à jouer aussi dans l'accompagnement de la pathologie, et notamment la démence et la démence type Alzheimer. Euh, En gros, stocker la musique en mémoire et faire le lien avec la mémoire autobiographique, ça va mobiliser en fait un large réseau neuronal et y compris des structures cérébrales qui résistent en fait le plus longtemps possible à la démence. Ce qui fait qu'en fait, même avec la maladie, les chansons familières vont permettre d'activer et de stimuler la mémoire des patients. Et donc, ça va favoriser en fait une reconnexion avec son identité, avec son histoire de vie. Ça favorise le sentiment de soi. Donc c'est vraiment en fait, notamment, enfin voilà, notamment cette maladie terrible qu'est la maladie d'Alzheimer, ça va permettre de reconnecter en fait les personnes à leur histoire de vie et à leur identité. Et en plus, au-delà de la mémoire ancienne, en fait, il a été aussi démontré que c'était possible de faire réapprendre de nouvelles chansons à un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc il y a des études qui ont été menées sur ce sujet, notamment par le laboratoire de l'université de Caen dans lequel intervient Hervé Platel, qui est un chercheur neuropsychologue qui a fait toutes ses recherches sur les effets de la musique. Et donc, il y a une équipe d'Hervé Platel qui a fait ce projet de voir en fait s'il était encore possible d'apprendre de nouvelles chansons à des patients atteints d'Alzheimer. Et il a été démontré qu'en effet, c'était possible. Donc ça ouvre en fait beaucoup de perspectives. C'est à la fois ce fait de pouvoir récupérer des éléments de l'identité passée et puis réactiver en fait de nouveaux apprentissages.
Ça permet aussi d'être dans une autre dynamique de vie pour les patients qui sont atteints de ce type de démence. Donc voilà, en conclusion sur ce petit élément lié à la mémoire, on a de nombreuses musiques qui sont stockées dans notre mémoire à long terme. On peut y accéder très rapidement. Elles peuvent être très très précises. Et par contre, on n'a pas forcément besoin que la musique elle soit rejouée de la même façon pour pour la reconnaître, pour avoir ce sentiment de familiarité. Le cerveau, en fait, va opérer des transformations qui nous permettront de reconnaître la musique. Et en fait, il va se baser pour ça sur les structures et les fonctions musicales, parce que la musique, en fait, est structurée comme un langage. Et donc, avant de passer à cette structure de la musique comme un langage, je vais vous faire écouter un petit extrait à nouveau et vous allez me dire si vous reconnaissez. Voilà, je vois les visages s'illuminer avec le tit, 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 tit. Donc c'est Carmen, c'est ça. Et je vais vous en mettre un autre parce que j'aime trop ça en écouter quand même. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est? Ouais, c'est le Requiem de Mozart. Ça déglingue un peu quand même, hein, comme ça, je trouve. Voilà, donc vous voyez, en fait, c'est justement, quand on a été exposé à cette musique, en fait, c'est très facile de retrouver l'origine, en fait, de la musique. Et donc ça, c'est parce que, justement, la musique est structurée comme un langage. Oups, pourquoi ça redémarre? Tac, on va faire comme ça. Est-ce que ça marche? Voilà. Ah, parce que ça déclenche, en fait, quand j'appuie sur la flèche, ça déclenche, pardon. Donc voilà, on parle même, quand je parle de structure langagière, on parle d'ailleurs de grammaire musicale ou de syntaxe de la musique. Euh, et la musique, en fait, elle est structurée sur la base d'un ensemble fini. En l'occurrence, dans la musique occidentale, ça va être les 12 notes de la gamme chromatique qui vont être combinées de façon infinie. Et ces combinaisons, en fait, sont guidées par les règles du système musical. C'est valable aussi dans tous les autres types de musique. Et donc, je vous invite à exposer vos enfants à tous les types de musique pour que justement ils développent cette capacité à comprendre le langage musical, y compris le langage musical des autres cultures. Et en fait, pour celui qui écoute la musique, ça va créer des régularités et le cerveau va apprendre par simple exposition à la musique comment sont construites ces régularités. Et c'est un petit peu, si on veut comparer ça, c'est un petit peu comme un enfant qui serait exposé à sa langue maternelle. En fait, il comprend comment elle est construite, il est capable de la manipuler, mais il ne sait pas forcément sujet, verbe, complément, etc., etc. Pourtant, voilà, et ben, le non-musicien, c'est aussi un expert de la musique parce que, en fait, par simple exposition, il va commencer à comprendre les régularités, la construction musicale, etc. Après, toute l'élaboration autour de la cadence parfaite, etc., on n'a peut-être pas besoin tous de le savoir, mais voilà. Et
En gros, chaque note, chaque rythme va avoir un rôle propre dans un contexte donné. Et ça va guider l'écoute et ça va aussi susciter des attentes. Justement, on va être en attente de cette cadence parfaite à la fin de la musique dans une construction tonale, en fait. Et quand on va apporter un changement ou quelque chose qui n'est pas attendu, eh bien, ça va susciter en fait une activité neuronale plus intense parce que justement, c'était pas quelque chose d'attendu. Donc en fait, le cerveau apprend vraiment à repérer en fait les structures musicales et la façon dont tout ça est construit avec des points de repère qu'il va analyser et traiter. Il comprend la structure, il peut anticiper la suite, il peut détecter les erreurs et sans pour autant nommer explicitement en fait ce que c'est. Voilà. Il a été montré que justement le fait d'avoir une fin attendue dans l'écoute musicale activait moins en fait de ressources neuronales que le fait d'être face à quelque chose de surprenant. Les mêmes structures qui traitent en fait le langage vont être aussi amenées à traiter le langage musical. Et là, ce que vous pouvez voir sur l'image, c'est justement une superposition entre les zones activées face au langage, les zones activées face à la musique et la superposition des deux. Et on voit quand même que c'est très proche, toutes ces petites zones rouges là. Et donc, ce sont pour beaucoup les mêmes zones qui sont activées dans les deux cas. Et on voit par exemple la perspective que ça peut offrir chez des patients qui par exemple seraient aphasiques et donc auraient perdu l'usage du langage suite à un AVC, par exemple. Je vous montrerai un petit peu plus tard, un petit peu après. Et en fait, ces prédictions aussi qu'on va avoir grâce au langage musical, ça va pas seulement avoir un effet sur l'habituation en fait et la compréhension du langage, mais aussi sur la perception émotionnelle qu'on peut en avoir, parce que justement, en créant des attentes avec la musique, on va générer une émotion particulière. Et c'est en jouant avec les attentes de l'auditeur qu'on va pouvoir aussi jouer sur ses émotions. D'accord? Qui m'amène à vous parler maintenant des émotions en musique. Alors déjà, les recherches neuroscientifiques ont montré que la musique pouvait provoquer des modifications physiologiques. Elle peut influencer le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, aussi la conductance de la peau, et notamment créer ce qu'on appelle le fameux frisson musical. J'espère que certains d'entre vous ont déjà eu le frisson musical. Moi, c'était il n'y a pas plus tard que vendredi soir, quand je suis allée au concert de Vincent Delerme, où j'ai ri, j'ai pleuré et j'ai frissonné. Voilà. Je lui fais un petit clin d'œil d'ailleurs. La musique aussi va activer le système de la récompense dans le cerveau, tout comme la drogue, la nourriture, le sexe. Et elle va entraîner du coup la libération de dopamine. Mais elle ne va pas seulement entraîner la libération de dopamine, il y a encore bien d'autres choses biochimiques qui vont s'activer aussi. Elle va permettre aussi la libération d'endorphines, qui est en fait considérée comme un antalgique naturel. Elle va aussi favoriser la production d'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est ce qu'on appelle l'hormone de l'attachement. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on va mesurer potentiellement chez les bébés. Quand on travaille avec des bébés en néonat, on peut mesurer leur taux d'ocytocine pour voir si justement les séances de musicothérapie vont favoriser la production d'ocytocine. Le chant de la maman va favoriser la production d'ocytocine.
Et puis, la musique a aussi pour effet de diminuer le taux de cortisol. Donc, le cortisol, en fait, c'est l'hormone du stress. Donc, vous voyez à quel point c'est apaisant, la musique, et dopant aussi. Euh, et en libérant, par rapport à la dopamine, en fait, le plaisir ressenti à l'écoute musicale, avec la libération de la dopamine est aussi en lien avec la motivation à écouter de la musique et donc à en réécouter. Et il y a une étude qui a été menée sur des patients où on a modifié en fait la libération de dopamine. Et donc, on a soit dans un groupe bloqué la libération de la dopamine et dans un autre groupe non. Et en fait, on s'est aperçu que chez les participants où on avait bloqué la libération de dopamine, du coup, ils n'appréciaient pas spécialement la musique qu'ils avaient écoutée. Et surtout, ils n'avaient pas non plus de motivation à payer pour réécouter de la musique. Parce que bien sûr, on les avait mis dans une condition où ils allaient payer la musique, ce qui n'était pas le cas de l'autre groupe. Euh, en fait, dans d'autres domaines, voilà, on a montré que le système de récompense du cerveau favorisait aussi les capacités mnésiques, c'est-à-dire et les capacités d'apprentissage, donc l'encodage des informations. Et donc, la musique agit non seulement sur le plaisir, mais aussi sur la mémorisation des informations et pas seulement des informations musicales. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça, mais elle favorise en fait l'encodage d'informations qui ne sont pas des informations musicales. Euh, les expressions, les émotions qui sont exprimées par la musique peuvent être comparées aux émotions qu'on peut percevoir dans la voix. Vous voyez, par exemple, quelqu'un de très joyeux, il va avoir de grandes fluctuations dans sa voix avec une émission vocale plutôt forte et voilà, et des grandes variations. Et puis quelqu'un de très triste va avoir plutôt un ton assez monocorde et puis une lenteur dans la voix, etc. C'est un peu pareil pour la musique. Quand on analyse la musique, il y a des grandes modulations qui vont donner une perception plutôt joyeuse ou excitée, et puis des mouvements plus lents, etc., qui vont donner une perception plus triste. Alors évidemment, il y a des choses bien plus fines encore dans la perception des émotions musicales, mais c'est déjà un premier aperçu. Euh, et en fait, donc, comme je l'ai dit juste avant, la perception des émotions musicales, elles ne dépendent pas uniquement de leurs caractéristiques physiques, acoustiques. Elles sont aussi liées donc aux structures musicales et au fait de jouer justement sur les attentes de l'auditeur. Et d'ailleurs, pareil, il y a des études qui ont été menées et qui ont séparé, alors qui ont en fait, qui analysaient en fait les réactions de non-musiciens et de musiciens, et qui leur demandaient de classer en fait des musiques en fonction des émotions. Et on s'est aperçu que quel que soit l'auditeur, c'est-à-dire qu'il soit musicien ou non musicien, le classement était le même. Donc c'est bel et bien que par simple exposition à la musique, l'émotion en fait générée est potentiellement la même que vous soyez un expert ou pas. Voilà. Et donc un des enjeux de la musique, ça va être aussi de réguler et de moduler les émotions, et c'est ce dont notamment c'est sur ce sur quoi on va s'appuyer aussi en musicothérapie. Hop. Et donc maintenant, passons au mouvement. Que la musique est intimement liée au mouvement. Et certaines musiques, d'emblée, vous donnent envie de bouger, de danser, de taper dans vos mains. Et c'est justement parce que votre cerveau est capable d'extraire en fait les régularités temporelles qui sont contenues dans la musique et de percevoir en fait la pulsation sous-jacente. Et ça va guider votre perception et ça va aussi vous permettre d'anticiper les prochains événements à venir. Et cette régularité, en fait, elle ne s'applique pas uniquement dans la musique, elle s'applique aussi dans le langage, dans le mouvement, et ça va permettre d'aider à apprendre, à mémoriser, à percevoir, voilà, et ça présente en effet des bénéfices dans différentes pathologies.
Et je vais juste faire un petit aparté sur la maladie de Parkinson, donc, qui est une maladie neurodégénérative qui entraîne notamment un mouvement altéré avec des patients des personnes, moi je parle toujours de patients, mais c'est mon biais de musicothérapeute, qui vont faire des tout petits pas et qui vont chuter régulièrement. Voilà. Et en fait, en utilisant la musique, on va pouvoir rééduquer en fait cette marche. Et on va d'abord utiliser des musiques justement de type marche, qu'on appelle des marches. Voilà, et ou un stimulus sonore de type métronome, sur lequel on va en fait baser le pas. Et petit à petit, on va permettre en fait à la personne atteinte de la maladie de Parkinson de marcher de façon beaucoup plus fluide. Voilà, il y a aussi un protocole qui a été développé à partir du tango. Et en fait, le tango, c'est une musique vraiment très marquée. Et justement, en fait, les patients atteints de la maladie de Parkinson ne présentent pas de difficulté à danser le tango. Et ce qui fait qu'ils ont à nouveau un mouvement fluide, en tout cas le temps de la danse. Voilà. Mais sur la dimension de la marche, vraiment, ça peut rester assez longtemps, en fait, ce travail avec la marche, et ça permet d'avoir un mouvement fluide quand même plus longtemps. Voilà. Alors, je vais parler maintenant rapidement des handicaps qui vont impacter directement, en fait, la perception musicale. Et évidemment, le premier, c'est la surdité. Mais par contre, il faut savoir que même si en fait, la musique passe évidemment directement par le cortex auditif, en fait, alors que la parole nécessite qu'on analyse en fait le sens des mots, euh, avec la musique, il y a bien d'autres choses qui entrent en ligne de compte, et notamment la dimension vibratoire. Et donc, ça implique qu'une personne malentendante ou sourde, en fait, peut très bien percevoir la musique. Simplement, elle va percevoir la musique par d'autres sens. Et pour le coup, par le toucher, voilà, par différentes parties du corps, à travers la perception vibratoire. Euh, Justement, il y a une batteuse, je ne sais pas si on dit batteuse au féminin, mais voilà, une dame qui fait de la batterie professionnelle, qui s'appelle Evelyn Glennie. C'est une batteuse, une percussionniste écossaise sourde. Et en fait, elle explique, alors elle a créé un traité d'audition, hein, elle explique que les sons graves, elle les sent surtout dans les jambes et dans les pieds. Et que les notes aiguës, plutôt dans certaines parties du visage, du cou et de la poitrine. En fait, le corps, c'est une parfaite caisse de résonance. Et qu'on entende ou qu'on n'entende pas, le son ne fait pas la différence, et il va s'immiscer voilà, un petit peu partout. Euh, et il y a aussi une dimension visuelle du son. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui chante dans les graves, il va avoir tendance à baisser la tête comme ça. Quelqu'un qui chante dans les aigus, il va avoir plutôt tendance à remonter la tête. Quelqu'un qui joue de façon énergique, par exemple sur la batterie, il va avoir des mouvements du corps beaucoup plus amples. Et en fait, ça aide la personne sourde ou malentendante à justement percevoir la musique autrement. Donc, on va utiliser non seulement les vibrations, mais aussi la dimension visuelle sous-tendue par le sonore. Il y a aussi la manipulation des instruments, donc le toucher, qui va permettre de faciliter aussi cette perception, ce ressenti. Et donc, on peut apprendre à jouer de la musique, pardon, quand on est sourd ou malentendant. Simplement, la pédagogie doit être adaptée, et donc souvent, elle doit être beaucoup plus visuelle et beaucoup plus ludique. Voilà. Alors après, aujourd'hui, on a beaucoup aussi d'outils en fait pour faciliter l'audition chez les personnes sourdes et malentendantes, et notamment des implants cochléaires qui sont proposés en fait pour les surdités sévères, profondes ou totales. Et il y a une étude justement qui a été publiée sur l'intérêt de la musicothérapie après la pose d'un implant cochléaire.
Alors, c'était une étude de cas, mais ça reste intéressant parce que ça a montré en fait des améliorations significatives de la perception de la musique, des compétences auditives et de la satisfaction générale. Parce qu'il y a un point à pas oublier aussi, c'est la dimension thymique, c'est-à-dire voilà, la satisfaction, le fait enfin voilà, la qualité de vie, le fait de se sentir plus heureux. Et en fait, la musique a permis de favoriser ça, un meilleur état d'être général. Voilà pour ce cas. Alors après, on a ce qu'on appelle l'anédonie musicale. Et donc, l'anédonie musicale, c'est justement l'absence de plaisir à l'écoute de la musique. Et oui, alors là, pour le coup, il y en a qui n'ont vraiment pas de chance, parce que l'anédonie musicale, ça doit être un truc assez violent. Il y a une vraiment petite partie de la population qui ne ressent aucun plaisir à l'écoute de la musique. Ça représente à peu près 4% de la population. Et en fait, c'est des sujets, alors on va qualifier chez des personnes saines, non déprimées, qui n'ont d'ailleurs pas d'absence de plaisir dans d'autres domaines. C'est vraiment spécifique à la musique. Chez 5% de ces individus, l'anédonie, elle est congénitale, mais elle peut être aussi acquise après des lésions cérébrales. Dans la plupart des cas de lésions cérébrales, il faut savoir que le plaisir musical est conservé. Et c'est aussi pour ça qu'on va pouvoir travailler beaucoup avec la musique, avec des patients qui sont cérébrolésés, parce que justement, il y a cette conservation du plaisir musical. Mais pour le coup, chez les patients qui n'ont pas ce plaisir, donc on a développé un outil, enfin il y a des chercheurs qui ont développé un outil qui permet de mesurer en fait la sensibilité à la récompense musicale. Cet outil s'appelle le Barcelona Music Reward Questionnaire. Et en fait, ils ont mesuré avec cet outil les réponses physiologiques des sujets qui sont insensibles à la musique. Merci. Et il n'y a eu aucune modification physiologique, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun changement dans le rythme cardiaque, aucun mouvement de la température, aucune sudation ou frisson à l'écoute de la musique. Et c'est ce qui a confirmé en fait vraiment l'anédonie musicale. Ils sont pourtant, ces sujets-là, en capacité de catégoriser correctement les morceaux de musique. C'est-à-dire qu'ils sont quand même capables de dire, voilà, c'est de la musique rock, c'est de la musique classique, etc. C'est potentiellement de la musique, je sais pas, joyeuse, mais en fait, ils ne ressentent rien. Et donc, les dernières recherches qui ont été publiées suggèrent en fait que l'anédonie, elle est liée à une diminution de l'activité du système de récompense et en même temps à une diminution de la connectivité avec les régions cérébrales qui traitent les sons. Voilà. Donc, c'est vraiment très spécifique. Et ensuite, dernier point, on a donc la musique. Et ça, en fait, c'est le fait que la musique serait, pour les personnes à musique, comme une langue étrangère ou même comme un bruit. Voilà, ça ne leur parle pas du tout. Ils ne comprennent pas la musique. Les personnes avec une amusie congénitale, en fait, sont par ailleurs tout à fait ordinaires, sans aucune lésion cérébrale, pas de déficit cognitif, pas de déficit auditif, pas de déficit intellectuel. Et il n'y a pas de manque d'exposition à la musique. Ce n'est pas des gens qu'on a privés de musique pendant très longtemps non plus. Donc, en fait, il y a une première recherche, enfin, il y a de premières recherches qui ont été menées sur le fait que ça pourrait être lié à un déficit de discrimination de la hauteur des notes. Mais maintenant, on pense que c'est plutôt un déficit lié à une problématique de mémoire. Et que, en fait, les traces laissées par les notes dans la mémoire sont déficitaires. Comme si, en fait, la musique s'évanouissait dans la mémoire au fur et à mesure. Et pourtant, les patients n'ont aucun problème mnésique. Par ailleurs, ça concerne la musique. Voilà. Et les études, en fait, ont révélé quand même des petites anomalies.
notamment dans le cortex frontal et dans les régions auditives, dans la connexion en fait entre ces différentes régions et notamment dans l'hémisphère droit. Voilà. Donc ça permet aussi de montrer en étudiant la musique comment ces régions-là en fait se connectent pour l'encodage des informations. Voilà. Hop. Alors il y a un petit, j'allais dire un petit handicap. Ce n'est pas un petit handicap, mais c'est plus, ça peut concerner beaucoup plus de monde. C'est ce qu'on appelle l'hyperacousie que je peux rencontrer assez régulièrement, et c'est le fait en fait d'entendre les choses de façon très violente. Et donc, alors moi, ça m'arrive souvent d'avoir des patients hyperacousiques, et donc je les invite à mettre un casque, y compris en séance. Ça permet de filtrer en fait les sons. Voilà, et donc tous ces éléments m'amènent à vous parler justement de ce que c'est que la musicothérapie neurologique ou neuromusicothérapie. Et donc la neuromusicothérapie, elle s'est fondée justement sur les recherches neuroscientifiques sur les effets de la musique sur le cerveau. Et donc c'est une application thérapeutique des résultats de ces recherches. Cette application, elle est protocolisée. Aujourd'hui, il existe une vingtaine de techniques, une vingtaine de protocoles qui sont centrés sur la rééducation des troubles cognitifs, des troubles langagiers et des troubles sensorimoteurs consécutifs en fait à une maladie ou à une lésion, à une maladie neurologique ou à une lésion neurologique. Hop, est-ce que ça veut bien aller? Voilà. Et donc, je vais vous faire, voilà, je vais vous faire écouter un petit peu des exemples d'accompagnement en musicothérapie pour que vous puissiez un petit peu plus voir de façon concrète de quoi il s'agit. Là, le premier que je vais vous faire écouter, en fait, c'est un patient à moi. Donc, voilà, l'audio, vous allez entendre l'audio. C'est un patient qui a subi un traumatisme crânien sévère, qui présente des lésions axonales diffuses, qui a des troubles cognitifs importants, qui est donc en fauteuil, qui n'a plus accès au langage. Et quand je le rencontre, il ne parle vraiment pas du tout. Voilà. Et donc, j'évalue un petit peu la situation, etc. Et je lui propose quelques axes de travail. Et ce que vous allez entendre, en fait, c'est après 9 mois de travail ensemble. Hop. Oui, c'est super bien. Ce que je voudrais, c'est que tu baisses la langue là. Vas-y, baisse la langue, ferme la bouche pour avoir la bonne position. Voilà. Et on y va et on la chante. 1, 2, 3. Nous irons au bois. 4, 5, 6. Cueillir des cerises. 7, 8. 9. Dans mon panier. 9. 10, 11, 12. Elles seront toujours. Bravo. Voilà, je l'arrête parce qu'il y a son prénom après. Et que comme c'est diffusé, je préfère pas qu'il y ait son prénom. Voilà, donc en fait, ce patient ne parlait plus du tout quand je l'ai rencontré. Et donc, après 9 mois de suivi, vous voyez, il est en capacité, malgré une dysarthrie sévère, donc la dysarthrie, c'est un trouble articulatoire massif, hein, de à nouveau chanter. Alors, avec mon aide, bien sûr, mais une chanson qui fait partie de notre répertoire. Alors, pourquoi j'ai utilisé cette chanson? C'est une chanson que j'utilisais à chaque séance en début de séance. Ça me permettait d'évaluer la situation. Les chansons enfantines, évidemment, c'est celles qui sont le plus engrammées dans notre mémoire et qu'on va pouvoir aller rechercher le plus facilement, en fait, malgré les lésions. Voilà. Ce patient, en fait, il avait aussi, en tout début de prise en charge, l'impossibilité de respirer correctement. Donc, on était sur une respiration qu'on appelle thoracique supérieure, avec de très courtes inspirations-expirations. Et en fait, il avait la tête vraiment penchée sur le côté, donc la colonne d'air était cassée. Et après déjà avoir travaillé avec l'ergothérapeute pour redresser en fait sa tête pour que la colonne d'air ne soit plus cassée, on a travaillé autour du souffle et de la respiration.
Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est en fait un exemple avec un mélodica. Donc, au début, il était tout juste en capacité de souffler dans une flûte à bec. Vous voyez, une flûte à bec, c'est quand même un instrument où on n'a pas besoin de souffler beaucoup pour que le son sorte. Et donc, c'est pour ça que j'utilisais au départ cet instrument-là. Par contre, il faut quand même réussir à pincer le bec, ce qui était déjà difficile pour lui au départ. Et petit à petit, ben, on a augmenté la difficulté des instruments. Et là, ce que vous allez entendre, en fait, c'est un mélodica. Donc, le mélodica, vous savez, c'est un espèce de petit piano dans lequel on souffle et qui, du coup, va pouvoir produire un certain nombre de mélodies. Voilà, et je vais vous faire écouter ce que ça donne donc après 9 mois de suivi. Voilà, je m'arrête là, mais vous voyez, on a vraiment ce phrasé musical, du coup, qui est maintenant possible grâce au développement des capacités respiratoires. Et donc ça, c'est un travail qu'on a mené à chaque séance, en fait, donc toutes les semaines. Je voyais ce patient toutes les semaines, et toutes les semaines, en fait, on travaillait sur le souffle pour augmenter sa capacité respiratoire. Et en fait, augmenter sa capacité respiratoire et faciliter aussi ses compétences oromotrices ont permis de faciliter aussi la récupération de la parole, parce que tant qu'il n'y avait pas de souffle, il n'y avait pas de possibilité d'émission vocale non plus. Ce que je vais vous montrer maintenant, je crois que j'en ai plus, c'est ça? 5 minutes? Je vais vous montrer après voilà, un petit exemple. Alors, je vais peut-être passer à celui d'après. Hop, Oui, c'est super bien. hop, voilà. Je vais vous montrer avec un patient aphasique, du coup, comment on travaille au niveau de la récupération du langage. Alors, je suis désolée, mais comme en France, on ne filme pas les patients. Voilà. Vous allez avoir des patients américains. Parce que, hop. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je pense. Food. Yeah, food. Food. Donc là, on voit que le patient est en difficulté hein, pour s'exprimer. Hello. 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 Donc petit à petit, en fait, on va s'entraîner en utilisant aussi la dimension motrice. What's your name? I am you. Voilà, en fait, le patient en fait, s'entraîne à prononcer des phrases avec une mélodie proche, euh, proche de la prosodie classique. Petit à petit, le thérapeute en fait, va être de moins en moins présent, pardon, hop. Et ensuite, le thérapeute va lui poser des questions dont les réponses en fait sont les phrases sur lesquelles il s'est entraîné. Ce qui va permettre aussi petit à petit, bah, notamment de transférer ça dans la vie quotidienne et de faciliter la capacité à répondre au téléphone, à commander un plat au restaurant et donc à faciliter la resocialisation en fait parce que bah, un handicap comme l'aphasie, ça isole énormément et donc ça a aussi des conséquences évidemment sur l'état thymique des personnes. Et en fait, en travaillant à la récupération de la parole, et une parole qui va pas être seulement une parole chantée, mais qui va petit à petit être une parole
utilisables en fait dans le quotidien. Ça va permettre de faciliter en fait la resocialisation des personnes. Voilà. Alors, du coup, je vais être obligée de ne pas vous montrer tout ce que j'avais préparé, mais il y avait plein de choses. Simplement, voilà, vous voyez un petit peu comment la musicothérapie et la neuromusicothérapie, en fait, vont pouvoir accompagner les patients en situation de handicap. Alors, je fais vraiment quand même une petite différence entre les deux. La neuromusicothérapie, elle a vraiment une visée de rééducation. Et donc, on va travailler avec des patients qui ont des lésions et dont les conséquences de ces lésions vont être rééducables. En musicothérapie classique, en fait, on va beaucoup travailler justement sur l'utilisation du système de la récompense et sur cette notion d'émotion, cette notion thymique, sur la facilité de susciter en fait la verbalisation autour des ressentis. Donc, on va beaucoup plus travailler en musicothérapie avec des patients qui souffrent de troubles psychiques ou justement de difficultés émotionnelles, voilà. Et en neuromusicothérapie, donc plutôt avec des patients qui souffrent de troubles, enfin qui sont atteints de troubles neurodéveloppementaux ou de handicap ou de lésions dont les conséquences sont rééducables. Voilà, j'espère que je suis claire dans un petit peu la différence entre les deux. Par contre, ça me semble important aussi de dire que même quand on est dans une dimension de rééducation, en fait, c'est important de prendre la personne dans sa globalité et donc d'accompagner aussi évidemment son état thymique, de travailler de façon ludique aussi pour susciter la motivation, l'engagement. Voilà, tous ces éléments-là sont super importants. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Donc merci voilà, pour cet exposé effectivement qui nous présentait les effets de la musique sur le cerveau. Ça ouvre plein de perspectives aussi au niveau du musée parce qu'on se dit du coup comment la musique pourrait aussi accompagner. Ce matin, je parlais que lors de certaines visites, on ponctuait justement les visites pour certains types de handicap d'écoute musicale. Comment justement voilà, l'écoute musicale pourrait venir accompagner les visites, dans quel but, quel type de public, comment l'introduire dans les médiations où on va parler aussi des audio-guides prochainement lors de la table ronde. Comment justement la musique pourrait venir aussi en appui. Là, c'est vrai qu'on peut même imaginer aussi, de même qu'il y a des séances d'art-thérapie en lien avec les œuvres, des séances aussi effectivement de musicothérapie en lien avec les œuvres pour resociabiliser aussi du coup effectivement des personnes ayant eu des accidents ou des maladies congénitales. Voilà, donc j'espère que vous-même, voilà, vous êtes nourris voilà, de cette introduction autour des effets de la musique sur le cerveau. Est-ce que vous avez des questions? En fait, là, on va faire une petite pause, une dizaine de minutes. Vous pouvez à nouveau, voilà, vous avez encore quelques viennoiseries, vous désaltérer également, passer aux commodités. Puis à 15h30, nous reprenons donc avec la table ronde. Quelques petites minutes pour des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, attends, je vous laisse de plus. Ouais. Dans le cas des personnes qui sont amusies, qui souffrent, je ne sais plus comment dire, qui sont amusies, est-ce qu'il y a des problèmes d'apprentissage du langage? Parce que vous avez dit qu'ils n'avaient aucun autre trouble. Non, a priori pas. Extraordinaire. Ouais, a priori pas. Ouais, en effet, c'est vraiment spécifique à la musique. Oui, vous parliez de la respiration. Est-ce que vous utilisez la respiration ventrale qui est utilisée dans le chant et quand on chante, on nous reproche toujours de respirer avec son thorax, de respirer avec le ventre. Et du coup, ça m'a vraiment évoqué ça quand vous parliez de ce patient, quoi. Oui, c'est ça. Alors justement, pour le coup, avec ce patient, il y avait justement la nécessité en fait de retravailler avec lui sur la conscientisation de l'activation du diaphragme. En fait, quand vous vous levez le matin, vous vous dites pas, je vais activer mon diaphragme pour respirer, voilà. Mais en fait, dans son cas, justement, pour pouvoir récupérer cette respiration abdominale,
il y avait la nécessité de travailler avec lui sur la conscientisation qu'il était en train d'activer, désactiver le diaphragme. Et donc, j'ai travaillé notamment avec ma main sur son ventre pour sentir, en fait, et pour qu'il sente, lui, que son diaphragme, en fait, était en train de s'activer. Voilà. Et ce qui a permis, en fait, d'augmenter, en effet, sa capacité respiratoire. Avec d'autres patients aussi, notamment, alors moi je travaille en psychiatrie, oui, parce que je n'ai pas expliqué où je travaillais, mais du coup je travaille notamment en psychiatrie avec des patients atteints de troubles des conduites alimentaires, donc des patients anorexiques. Et en fait, ces patients qui souffrent d'anorexie, très souvent, ce sont des patients où la voix est extrêmement discrète et où justement on se fait le plus discret possible, on s'efface, y compris avec la voix. Et donc, ce travail avec le souffle et avec la respiration abdominale, y compris pour l'anxiété, est hyper important parce que quand on a automatisé en fait cette respiration abdominale, on favorise en fait le fait de court-circuiter aussi les crises d'angoisse qui sont souvent, vous voyez, la spasmophilie, ce que ça peut, on respire comme ça. Et en fait, en respirant de façon abdominale, on court-circuite en fait ce type de respiration, donc ça va faire redescendre la crise d'angoisse. Donc je travaille beaucoup la respiration aussi dans le trouble psychique. Voilà. Et d'autres questions? Moi, je voulais savoir parce que du coup, votre patient, Monsieur F, je crois que vous en parliez au passé, et je voulais savoir pour vous à partir de quel moment une thérapie a été terminée en quelque sorte. Alors en fait, c'est quelque chose qui est décidé en lien avec le patient en fonction de son état et des objectifs thérapeutiques. Et puis, il se peut aussi en fonction de qui demande le soin, aussi de l'indication, c'est-à-dire avec l'équipe pluridisciplinaire. Alors, je travaille moi en institution, mais aussi en cabinet. Quand je suis en cabinet, en fait, c'est assez souvent que c'est la famille qui demande les soins. Et donc, il se peut qu'à un moment donné, bah voilà, soit la famille déménage ou ce genre de choses, ou même décide d'arrêter les soins pour une raison ou une autre. Voilà. Ou alors que je détermine moi et avec le patient que soit la musicothérapie ne lui apporte plus rien et que c'est pas nécessaire de continuer, soit qu'on a atteint nos objectifs et que du coup, ben voilà, il peut désormais voler de ses propres ailes. Mais en effet, en fait, c'est une décision alors généralement commune, soit qui est prise en équipe pluridisciplinaire, soit qui est prise avec la famille ou avec le patient lui-même. Voilà. Et il se peut, comme dans toute prise en charge, que on s'aperçoive assez rapidement que justement le travail ne va pas être possible parce qu'il y a incompatibilité entre, enfin voilà, le patient le sent pas ou etc. Et où donc on va interrompre le travail thérapeutique en cours de route. C'est tout à fait, ça peut arriver, voilà. C'est un patient que j'ai suivi longtemps.